Radio Red, Radio Red, Radio Red, Radio Red. It's on air. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 27 avril 2017. Bienvenue dans ce 18e numéro de Descartes en main. Eh bien ça y est, nous connaissons le nom des deux qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont parvenus à recueillir le nombre de voix suffisant pour rester dans la course à l'Elysée. Pour autant, le paysage politique français et derrière cela la France semble indécise, clivée et sceptique. Alors, à quoi doit-on s'attendre dans les prochaines années et à l'avenir ? Sans prédire le futur, il y a sans doute de nombreux éléments et enseignements à tirer de la campagne présidentielle et du résultat du premier tour. Radio Rec, Descartes en main. présenté par Nicolas. Et avec moi ce soir, Marc et Hugo. Bonsoir messieurs. Bonsoir. N'hésitez pas à contribuer, à poser vos questions et à réagir à cette émission sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Allez, tout le monde est sur le front, alors en marche pour dérouler notre programme de ce soir. Rappelons les chiffres de ce premier tour de scrutin, 47 581 118 inscrits sur les listes électorales, soit environ 47,6 millions donc. Une abstention à 22,23%, ce qui signifie que plus d'un Français sur 5 ne s'est pas présenté ou fait représenter. 3 électeurs sur 4 se sont donc exprimés en faveur d'un candidat, ce qui signifie que sur l'ensemble des inscrits, 24,22% n'a pas été en mesure soit de choisir un candidat, soit d'être présent ou représenté le jour du vote. Dans cette analyse qui va suivre, nous allons donc nous attacher à commenter les pourcentages en fonction des inscrits sur les listes électorales et non en fonction des exprimés comme il est de coutume. Ainsi, la part de l'abstention des votes blancs et nuls est à chaque fois à prendre en compte dans le pourcentage, c'est-à-dire que l'ensemble des gens le 100% est égal au nombre des inscrits. Concernant les candidats, Emmanuel Macron représente donc 18% des inscrits, soit près d'un Français sur 5, Marine Le Pen 16%, François Fillon est derrière avec 15%, puis Jean-Luc Mélenchon près de 15% également. Suivent ensuite ce que l'on a appelé les petits candidats, 11,78% des inscrits pour eux, avec, alors j'ai oublié en dehors des petits candidats, Hamon, mais voilà, 11,78% avec Hamon, Dupont-Aignan, et puis les autres petits candidats, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Asselineau, Lassalle et Cheminade. En termes de blocs, notons que les non exprimés à 24,22% sont largement en tête, malgré un faible score des votes blancs et nuls dans cette part. Ça veut dire qu'il y a eu, dans ces 24%, beaucoup d'abstention. Suivrait la gauche socialo-insoumise frondeuse, si je puis dire, qui totalise 21%, si on considère les nuances de Poutou, Arthaud, Mélenchon et Hamon comme étant des programmes différents mais dont l'idée derrière est la même, protection des citoyens sur le plan économique, renforcement de l'Europe sociale, politique sociale élargie aux migrants. On a ensuite un centrisme des progressistes à 19% des inscrits en la personne d'Emmanuel Macron, auquel on peut ajouter le score de Jean Lassalle, ex-compagnon de route de François Bayrou, social-démocratie, renforcement de l'Union européenne, simplification de l'intervention de l'État sont des axes importants de ce bloc. Et puis la droite de Nicolas Dupont-Aignan accumulée à celle de François Fillon donne 18,7% avec libéralisation, point de divergence entre les deux candidats sur l'Europe, avec une grosse partie en faveur de l'Union européenne tout de même, chez les Républicains. Et puis l'extrême droite, alors j'ai mis à l'intérieur 3 candidats, ça se discute, nous en avons discuté nous-mêmes avant l'émission, Le Pen, Cheminade, Asselineau, l'idée étant de dire qu'il y a des points de convergence entre ces candidats, que sur le plan économique ils ne sont pas tout à fait d'accord, que sur d'autres plans évidemment ils ne sont pas forcément d'accord, mais voilà, un euroscepticisme, des divergences sur le libéralisme, je le disais avec Marine Le Pen qui s'en est détachée, qui s'en est éloignée, mais voilà, traditionnellement le FN était plutôt libéral, politique de protectionnisme sur les flux migratoires, 17% donc pour ce bloc.
qu'on appellera extrême droite dans le cadre de cette émission. En tout cas, voilà, c'est principalement Marine Le Pen. De toute façon, les deux autres n'ayant quasiment pas fait de voix, enfin pas beaucoup en tout cas. Rendons quand même hommage à ceux qui ont voté pour eux. Mais voilà, un bloc plus nationaliste pour ce cinquième bloc si on considère l'abstention. Voilà pour une première lecture des résultats qui permet aussi de mettre en avant un biais, celui d'avoir 11 candidats sur la ligne de départ portant des tendances plus ou moins claires. Alors, à titre de comparaison avec 2012, la gauche de François Hollande avec Europe Écologie, les Verts représentaient 24% des inscrits. Avec la gauche de Mélenchon, Lutte ouvrière et le NPA, le bloc représentait 34%. Un tiers des Français inscrits à l'époque. Ce bloc hors Macron, évidemment, un peu représenté par les courants de Nuit debout, des insoumis de Jean-Luc Mélenchon, du socialisme avec Benoît Hamon, représente 21% aujourd'hui, comme je le disais il y a quelques instants. À noter qu'il y a une forte disparité des électeurs entre ces différentes tendances. Jean-Luc Mélenchon a représenté beaucoup d'électeurs, près de 15%. Et derrière, il y avait quand même Macron, et puis il y a les deux courants de Philippe Poutou et de Nathalie Arthaud également. Et puis l'écologie, évidemment, qui en fait partie. La droite représentait 22,6% en 2012, près de 19% aujourd'hui. Le centre de Bayrou représentait 7,12%, là où Macron, si on le catalogue centriste, à en croire son refus de se présenter comme un candidat soit de la gauche, soit de la droite, est à 19%. Les non-exprimés représentaient, eux, 22%, ils sont à 24% aujourd'hui. Et l'extrême droite était à 14%, elle est à 17% aujourd'hui. Et est le dernier bloc de cette campagne, de cette élection, si on considère voilà des grandes tendances un petit peu sur les différents plans qu'on a évoqués en première partie de cette analyse. Eh bien, le Front National représente seulement 17% face à d'autres blocs, même si évidemment elle est juste derrière. Mais voilà, c'est important quand même de le préciser. Ainsi, en 5 ans, Marine Le Pen gagne environ 1,2 million d'électeurs tout de même, mais il faut savoir qu'il y a eu depuis 1,5 million d'électeurs supplémentaires, soit mécaniquement 200 000 voix environ si on le fait au prorata, qui lui était plus ou moins assuré si on prend en proportion de ce que représentaient les différents courants. Pour les régionales de 2015, le FN et ses assimilés représentaient 6 millions d'électeurs. Cette année, c'est 7,6 millions, mais sur 47,6 millions d'électeurs et non plus 22,6 en 2015 pour les régionales. C'est-à-dire qu'avec le double d'électeurs qui se sont présentés aux urnes, le FN n'a gagné que 1,6 million d'électeurs par exemple. Pour autant, peu fragmenté, car il n'y a qu'une seule candidate importante, le FN progresse et se hisse ainsi au second tour. Il bénéficie en fait de l'écroulement des autres fameux candidats, ou en tout cas de la disparité des candidats dans les différents courants évoqués. Ensuite, statistiquement, il y a fort à parier que l'électorat Macron est un électorat de centre-gauche, dans lequel on retrouve la gauche de François Hollande et les électeurs de François Bayrou. L'autre partie de la gauche de François Hollande se reconnaît dans le bloc Hamon-Mélenchon. Ces deux parties sont à peu près équivalentes. Ceux qui sont partis de l'électorat de François Hollande en 2012 représentent une répartition à peu près équivalente au premier tour quand on regarde un petit peu les chiffres. Enfin, probablement que l'électorat de Marine Le Pen s'est nourri en partie de la droite, puis des déçus de manière générale. En effet, là où elle prend 3 points entre les deux élections, la droite de Fillon n'en perd que 4. Sans doute qu'une partie des centristes Bayrou ont voté Fillon et que des républicains ont voté Macron. En analyse, cela ferait donc de Macron un successeur d'Hollande avec une position légèrement plus centrale lorsqu'on écoute le discours et qu'on voit le programme. Les frondeurs et certains socialistes rejoignent au sens large une sorte de coalition avec Mélenchon à défaut d'un véritable positionnement du PS. Si on considère Emmanuel Macron à gauche, là où il est issu à l'origine, et le fait que François Bayrou avait lui-même appelé en 2012 à voter Hollande, eh bien en 2012, la droite cumulait 36,75% des électeurs, donc extrême droite, républicain aujourd'hui, UMP à l'époque, au premier tour, 36,75 donc, et la gauche 41%. En 2017, la gauche représente 40% si on inclut Macron, la droite 35,7%. C'est donc l'abstention qui a augmenté de 2 points, puisqu'il n'y a pas eu de véritable mouvement entre ces deux blocs. Et les positions des différents blocs, je veux dire aujourd'hui une position là peut-être plus centriste de la part
de l'héritier de François Hollande, comme on pourrait dire, car les mouvements entre blocs sont faibles, à l'exception de la poussée du candidat plutôt au centre, donc Emmanuel Macron, comme je le disais. Voilà, messieurs, un petit peu pour une analyse de ces grandes tendances politiques, un paysage qui a bougé au niveau des noms, un résultat d'élection qui a bougé lui aussi. Est-ce que ça inspire quelque chose? Peut-être, Hugo, ton analyse de l'issue de ce premier tour de campagne présidentielle. Bah déjà, c'est intéressant d'avoir des chiffres qui sont un peu différents des chiffres qu'on a habituellement. Là, on a, voilà, comme tu disais, une véritable prise en compte de l'abstention, du vote blanc et du vote nul, ce qui est tout à fait intéressant parce il y a d'un côté les suffrages exprimés, bon, où on compte plus ou moins, où on met plus ou moins en valeur le vote blanc et le vote nul, mais il y a aussi une abstention qui est assez importante, plus importante d'ailleurs qu'en 2012. Je le disais. C'est le premier parti quelque part aujourd'hui, c'est eux qui arrivent en tête. Alors Voilà. par l'écroulement des autres, parce qu'on voit que ça progresse que de 2%, enfin que de 2 points, mais voilà. Mais voilà, il en reste que c'est une abstention qui est relativement finalement pas si forte que ça comparé à d'autres élections où là ça monte à 30, 40, presque 45% sur certaines élections. On était à 50-50 lors des élections régionales. Voilà, on était presque à 50%. Donc là, avec l'enjeu des présidentielles, on voit qu'il y a une certaine mobilisation des Français. Sur le résultat en lui-même, voilà, c'est vrai qu'il y a une certaine recomposition, on l'a vu, mais on en a parlé certaines fois, et on en parle très souvent d'ailleurs, de manière générale, une recomposition d'une certaine manière avec l'émergence d'Emmanuel Macron qui fait renaître le centre qui finalement était un peu... retourné dans le ventre mou de la politique, qui s'était fait absorber complètement par l'UMP et les Républicains. Il y a le centre, faut le rappeler, avait fait un bon score en 2007 avec François Bayrou. Troisième homme de la présidentielle. Voilà, troisième homme avec 18% pour le coup des suffrages exprimés. Donc je ne sais pas combien ça fait sur l'ensemble des électeurs, mais voilà. Il y avait un très bon score, il était troisième. Une période un peu plus creuse et aujourd'hui Macron réinvente d'une certaine manière le centre qui offre ça peut offrir des grilles de lecture tout à fait différentes aussi. Alors dans ces blocs que je vous ai présentés, j'ai omis de préciser, donc effectivement Emmanuel Macron est dans la ligne un petit peu, dans la poursuite d'un petit virage opéré par François Hollande, c'est-à-dire que dans cette analyse, François Hollande en 2012 est considéré comme étant à gauche, à partir de la campagne qu'il a menée, qui était très à gauche, mon ennemi c'est la finance, et qu'au fur et à mesure du quinquennat, donc Hollande a été plus vers un centre, voilà, avec des politiques qui ont été menées et qui sont plus, qui sont beaucoup moins socialistes, en tout cas beaucoup moins dans la veine de ce qui avait été proposé en 2012, et c'est pour ça qu'on retrouve Emmanuel Macron dans cette catégorisation au centre, là où un petit peu le gouvernement a convergé durant la deuxième moitié du quinquennat. En même temps, oui. quand on se dit ni de droite ni de gauche, je pense qu'on peut difficilement être classé ailleurs qu'au centre. Il y a ce qu'on se dit et il y a ce que dit le programme derrière le candidat aussi. C'est vrai que pour le coup, Emmanuel Macron, son programme est à considérer comme étant au centre quand on le regarde et qu'on l'analyse. Il pourrait se dire de centre s'il avait un programme parfaitement socialiste, ça n'empêcherait pas les analystes de dire qu'il est de gauche. Mais voilà, il se trouve que son programme est centriste et voilà. Et à ceux qui ensuite viennent parler, on a quand même un programme qui se positionne plutôt sur le centre de l'échiquier politique. Mais là encore, à chaque fois, quand on parle de centre, il y a le centre vis-à-vis de l'immigration, du libéralisme, il y a le vis-à-vis de l'immigration, il y a des thématiques différentes. Et on le voit, Marine Le Pen, par exemple, aujourd'hui, serait à considérer à gauche sur le plan économique, sur certaines décisions qu'elle prendrait. Mais voilà, son euroscepticisme et puis le nationalisme qu'il y a derrière, la place à droite, et puis historiquement à droite de l'échiquier politique. Marc, une réaction? Même si tu n'es pas fan de manière générale des chiffres, évidemment. Non, j'aime pas les chiffres, mais en tout cas, ce qu'on remarque, alors bon, les chiffres là ici sont moins évoquants que ceux qu'on a eu dimanche, enfin du moins ceux qui prennent sur les votes exprimés finalement. Voilà, mais en tout cas ce qu'on remarque de manière un peu générale, c'est que de façon historique, on a toujours eu dans la Ve République des combats gauche-droite, et du coup on vantait localement le mérite d'un président ou non en fonction de sa couleur politique. Enfin bref, ce qu'on avait tendance à faire, c'est que si vous aviez un président de gauche, eh bien les maires ou les candidats avaient tendance à
vraiment nationaliser l'élection comme beaucoup de choses et du coup dire vous voyez ce qui a été fait nationalement c'est pas bien, puis inversement si c'est la gauche ou la droite à l'inverse. Donc on a vraiment un schéma qui se disperse parce que effectivement aujourd'hui est arrivé un nouveau personnage dont on n'a jamais vraiment eu le constat, même avec Bayrou c'est quand même moins poussé, c'est quand même plus poussé avec Macron. Et ce que je remarque, je peux pas m'empêcher de voir dans ces résultats en fait une forme d'américanisation. On en avait déjà parlé, mais j'ai l'impression qu'effectivement il y a cette idée d'avoir d'un progressisme et des progressistes démocrates d'un côté et de l'autre côté des républicains un petit peu à la sauce un peu Trump. Je peux pas m'empêcher d'y voir ça, en sachant aujourd'hui que tout a été fait pour que Macron soit au devant de la scène politique, parce que je pense qu'il y a eu un constat qui a été fait. Alors d'ailleurs, il faudrait s'interroger sur le constat qui a été fait dans les loges franc-maçonnes parisiennes, mais il y a eu un constat qui a été fait que si le schéma politique ne changeait pas, il y avait de grandes chances pour que Le Pen passe. Et j'ai l'impression que Macron est arrivé un petit peu comme une coqueluche, comme ça, pour essayer de rabattre des voix dans un moment où ça risquait d'être perdu, le Front National risquait d'arriver. Alors, après, je sais ce que tu vas me rétorquer, du fait du moment qu'on est d'accord avec lui, tant pis de savoir d'où il vient, c'est vrai, tu as raison. Mais en tout cas, je peux pas Je sais m'empêcher. pas de qui, à qui tu parles. Je pense que Nicolas. Marc me parle à moi. Je termine. Voilà. Je termine juste en disant que j'ai l'impression effectivement qu'il y a eu une création de ce personnage à un moment où on en avait, on en avait besoin, parce que je pense que le spectre du Front National était trop puissant. Donc, et puis vous voyez directement après l'élection l'arc républicain qui se met en place en disant voilà, il faut voter pour Macron, que ce soit de droite ou de gauche. Vous voyez, cette mobilisation de l'opinion me dérange. Il y a beaucoup d'éléments dans ce que tu viens de dire et on va tout de suite y revenir. Tu as brossé un petit peu le portrait, voilà, de ce que. Alors là, brossé large, à grands traits, À grands traits. mais justement, on va prendre le temps, bien sûr, dans cette première partie de l'émission, de s'intéresser à ce que tu viens de dire, juste pour répondre et pour que nos auditeurs soient dans la conversation, si je puis dire. L'idée, en ce qui concerne ce que tu as dit, et la franc-maçonnerie, donc qui s'est positionnée dans cette élection, qui a dit qu'elle ne souhaitait pas Marine Le Pen et donc a appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, et s'était positionnée déjà auparavant sur certains candidats Dès 86, et déjà tout à fait, contre pardon. Dès les années 80, il y a eu des positionnements Oui. contre le Je pensais FM, que mais c'est pas quelque chose Oui, de voilà. nouveau, Je quoi. pensais que tu allais dire que dès 1986, ils avaient prévu que ce serait Macron. Non, c'est une constante dans l'histoire de la franc-maçonnerie. Voilà, donc mon propos était donc l'idée c'est de dire ce n'est pas parce que le candidat serait porté par la franc-maçonnerie qu'il est mauvais. L'idée est derrière de se dire je vote pour le candidat qui me plaît au niveau de son programme, qui me plaît éventuellement pour certains, individuellement. Chacun a ses critères, et donc ce n'est pas parce que le candidat est soutenu par un tel ou un tel, au même titre que ce n'est pas parce que François Fillon était soutenu par ce mouvement dont le nom m'échappe, Sens commun, voilà, qu'il est forcément mauvais. Si les gens sont d'accord avec François Fillon, c'est pas parce qu'il est soutenu par Sens commun qu'il ne faut pas voter pour François Fillon. Pour autant, voilà. Ouais, de même, Mine de rien, que ce n'est pas parce que, si on est d'accord avec Marine Le Pen, c'est pas parce qu'elle est soutenue par des nazis qu'il ne faut pas voter pour elle. Pour autant, il faut s'assurer derrière qu'elle ne soit pas d'accord avec ces mêmes nazis. Voilà, par exemple. Enfin, je dis nazi, c'est la façon dont on caractérise une certaine partie de l'électorat de Marine Le Pen. Voilà, juste pour que nos auditeurs soient plus éclairés sur le fait que, simplement, on a dit que Macron était soutenu par les médias, par les juifs, par les francs-maçons. C'est pas parce qu'il est soutenu par ces gens-là qu'il est forcément mauvais, et en tout cas, chacun se fait son idée. Pour autant, c'est important de le dire si c'est le cas. Hugo, tu souhaitais aussi répondre à Marc. Évidemment. Alors, j'ai pas dit le reste. Marc il a Marc- extrapolé mes propos quand même. Marc a dit beaucoup. Non, mais je répondais. Puisque tu m'as interpellé sur ce que j'avais pu dire, enfin ce que j'allais t'objecter, donc je te l'ai objecté, ça y est, c'est fait. Médium. Hugo, Marc a dit beaucoup de choses. Si on reprend dans un premier temps, on va aller. Voilà, tu répondras sur ce que tu veux, mais déjà sur cette américanisation de la politique française, j'ai envie de dire. C'est vrai, ça a été repris dans les médias. Ça, c'est vrai. Ce que je dis, c'est pas que Marc dit la vérité. Je dis simplement, c'est vrai que cette théorie est sortie, selon laquelle finalement un Macron serait très bien une Clinton, le monde de la finance, le monde de la banque. On l'a vu d'ailleurs au lendemain de l'élection pas de l'élection, du premier tour. Et les banques ont eu un sursaut au niveau de la bourse. Ça y est, Macron enfin non, je pense que c'était plus un soulagement pour les banques que le fait même que ce soit Macron. Mais bon, ça chacun pense ce qu'il veut. Donc un Macron, et puis
voilà, une Le Pen qui serait le Trump de la France. Voilà ce que dit Marc sur cette américanisation, sur des courants, et je crois que Marc là-dessus a des idées bien précises sur le fait voilà, qu'il y a des éléments qui nous font penser on voudrait rendre un petit peu cette élection bah, sur les mêmes courants que ceux qui existent aux États-Unis, parce que sur le processus électoral, c'est pas du tout le même pour le coup, si ce n'est les primaires qui, elles, sortent évidemment. Et ben justement, c'est sur les primaires peut-être que j'allais insister pour parler d'américanisation. Manque de peau, les deux candidats qui ressortent ne sortent pas de primaire. Donc j'ai un peu de mal à croire en cette théorie. Non, outre ça, si on va un peu plus loin, parler d'américanisation, je trouve ça un peu limité dans le sens où en France on n'a pas le même système politique. Le système américain c'est un système qui est bipartite, c'est-à-dire qu'il y a deux gros partis et ensuite bon, il y a évidemment des partis derrière, microscopiques plein d'autres, mais qui ne servent pas à grand chose. Ah bah voilà, bravo la démocratie. Mais c'est le cas, c'est un fait, c'est-à-dire qu'on a des partis qui font 1% il y a 4 autres partis qui font à 1 ou 2%. Tous réunis, donc là ils ont aucune en France, valeur. tu veux dire Aux États-Unis. Ils sont bien plus nombreux que ça les partis aux États-Unis. Non, les partis. Il y en avait une quinzaine aux dernières élections qui se sont présentés à la dernière ligne. Il y avait une quinzaine de partis. Bon bah ils font 2%. Donc le constat est encore pire. Voilà. Quoi qu'il en soit, en France on a beaucoup plus de candidats pour ces élections présidentielles, avec notamment, et là pour le coup, on a 4 candidats qui sont autour de 20%. Donc parler d'américanisation, c'est-à-dire une espèce d'opposition de deux grandes lignes sur lesquelles chacun arriverait à trouver son avis et à trouver son vote, je trouve que ça ne correspond pas à la réalité qui est celle de la France aujourd'hui, à savoir que d'autant plus quand Marc me parle d'arc républicain qui ne ferait que renforcer finalement cette vision-là. Aujourd'hui on a un arc républicain, un fond républicain, peu importe comment on veut l'appeler, qui est remise en cause, dans le sens où je pense à Jean-Luc Mélenchon, il a vraiment du mal, on a l'impression que ça lui arrache la gueule de dire qu'il faut voter pour d'ailleurs, il ne le dira pas a priori. Il le dit pas, tout ce qu'il dit c'est il faut pas donner de voix au Front National, c'est-à-dire faites votre choix entre voter Macron et il a clairement vous dit abstenir. Débrouillez-vous. Ce qui est bien. Ce qui est très bien. Ce qui peut être discuté. Et à côté de ça, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout dans le consensus de manière générale. C'est-à-dire que en 2002, où pour la première fois le FN se retrouvait au second tour, il y a eu une espèce de choc. Et le consensus s'est fait autour de ce front républicain. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est... Et c'est là où peut-être où je voudrais emmener le débat, dans une situation de complet dissensus. C'est-à-dire que on le savait, Emmanuel Macron était une force montante, c'est pas une surprise de le voir au second tour, ça serait pas une surprise de le voir président, mais il apporte avec lui un certain nombre d'éléments de dissensus. Avec lui également, il y a une autre force montante. Pas avec lui, mais face à lui, il y a Mélenchon qui lui aussi est un élément, perturbateur, qui rentre en conflit. Et puis Marine Le Pen aussi est un élément complètement en opposition. Donc il y a ces oppositions qui sont fortes. Les Républicains, je me demande bien comment ils vont pouvoir se placer dans tout ça. On a des forces politiques à la fois anciennes, des nouvelles, en reconstruction aussi, et cette reconstruction, de manière générale, du paysage politique français va, à mon avis, apporter beaucoup de confusion, et à la fois dans la tête et aussi dans les actes des gens, et je pense qu'on peut avoir une situation un peu chaotique. Une question, messieurs, à laquelle je vous demanderai de répondre assez brièvement, parce qu'elle n'appelle pas de débat, mais simplement une prise de position. Considérez-vous que cette élection qui se joue à une finale à 2, c'est une bonne chose, ou est-ce qu'au vu de ces résultats un peu incertains, il devrait y avoir un autre mode de désignation? J'entends par là, aujourd'hui on a 2 candidats, ce sont les deux premiers arrivés en tête du premier tour. Pourquoi y a-t-il pas de triangulaire? Est-ce qu'il faudrait un seuil, quelque chose qui fasse que, comme dans d'autres élections, les législatives, les départementales, il puisse y avoir des triangulaires? Je pense que pourquoi on ne fait pas de triangulaire ou comment on appelle ça déjà, de deuxième tour à 4 têtes. Quadrangulaire, oui. Quadrangulaire. On peut même faire avec 5. Ce serait exceptionnel. Pourquoi on n'en fait pas pour l'élection présidentielle? Parce que je pense qu'on veut donner de la légitimité au président. Si on a un président qui est élu avec 23%,
demande qui va le représenter, ça va être compliqué. Lorsqu'on a un président qui est élu avec au moins 50-51%, on se dit bon ok, il a au moins la moitié du pays qui, d'une manière ou d'une autre, le supporte. Alors, les gens, j'ai l'impression, quand ils lisent les résultats, ils sont un peu idylliques. Ils se disent, oh là là. C'est toute la question d'organiser l'élection en 2 tours, si je puis me permettre de te couper. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, au premier tour, a réuni 18% des inscrits. 18%, même pas 1 sur 5. Mais c'est parce qu'on a une espèce de variété des choix, il y a toute la question du vote utile aussi, du vote de conviction, et c'est aussi la lecture qu'en font les politistes et les politiciens eux-mêmes, à savoir que on voit des fois un vote d'adhésion où il n'y a qu'un vote de comment dire, presque de complaisance ou un vote de raison, dans le sens où on se dit, au vu des résultats des sondages, qui sont de plus en plus nombreux, on essaye de se placer par rapport à ça et on place un peu ces pions pour faire gagner un candidat, pour faire gagner un socle d'idées plutôt qu'un candidat. Marc, Moi, je suis pas d'accord. Enfin, pas d'accord avec Hugo avec la oui, question. je suis pas d'accord avec Hugo. Je comprends l'idée qu'il faille effectivement rendre de la légitimité au président. Mais c'est la grande question entre de savoir est-ce que c'est mieux gouvernable ou est-ce que c'est démocratique. C'est un petit peu la question qui était posée à la 4ème République. Vous aviez une législative qui était proportionnelle, donc c'était beaucoup plus démocratique. Par contre, c'était ingouvernable. Donc là, c'est la grande question qui est posée, c'est de savoir aujourd'hui, vous avez un président qui est élu, donc suite à une triangulaire ou pas, etc. C'est beaucoup plus démocratique quand on réfléchit. Sauf qu'il y a une question de gouvernabilité, pour le coup, pour le dire clairement. Est-ce que le président, justement, avec ces voix-là, ne serait pas susceptible, justement, de diviser plus et donc dans l'Assemblée, que ça soit beaucoup moins bipolaire, contrairement à ce qu'est la présidentielle. Je pense que d'un point de vue démocratique, on peut que défendre l'idée qu'il y ait plusieurs tours et avec des candidats en triangulaire ou autre. Après, d'un point de vue de gouvernance, ça me semble beaucoup plus compliqué. La question était bien pour la présidentielle. J'entends bien. D'accord. Donc pour moi, vous êtes d'accord, mais à moins que j'ai loupé quelque chose. Mais vous êtes d'accord sur le fait que si ce n'était pas un binôme pour le 2e tour, ce serait plus compliqué d'asseoir sa légitimité finalement. Oui, mais je dis que c'est beaucoup plus démocratique. Oui, bien, d'accord. C'est là où je vois là où vous voulez en venir. Mais ce qui est intéressant d'évoquer, Marc parlait d'ailleurs de législative et faisait référence à la 4ème République, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi réfléchir à un autre régime. Certains candidats, pas beaucoup, mais certains candidats parlaient d'ailleurs de 6ème République. On pourrait parler peut-être d'un système législatif avec justement une élection qui ne serait plus présidentielle mais plus par la voix du Parlement. Le chef finalement, la force législative la plus forte serait la force de gouvernement. On pourrait penser à un régime comme ça qui pourrait tout à fait asseoir une légitimité certaine et gouverner pendant un certain temps, comme c'est le cas notamment en Angleterre ou en Allemagne. Eh bien, ça, c'est un débat qui concerne les institutions, très intéressant, mais évidemment, et qui était porté par certains candidats lors de cette présidentielle. Mais voilà, ces candidats ne sont plus en piste, a priori, aujourd'hui. En tout cas, ceux qui prônaient une 6ème République ne le sont plus. Les sondages, puisque tu les as évoqués, Hugo, assez brièvement là encore, on se rend compte que le résultat de ce premier tour est un peu fidèle aux sondages tels qu'ils étaient ces dernières semaines. Alors finalement, est-ce que ce sont les sondages qui ont fait l'élection ou est-ce que c'est l'élection est-ce que les sondages étaient pertinents et donc ont donné le résultat de cette élection ou est-ce que les gens se sont laissés influencer? Alors on n'est pas devin, mais votre ressenti peut-être rapidement, là encore. Non, je pense que, comment dire, les sondages ont une force dans le sens où ils permettent effectivement d'aider des tendances à émerger. Je pense notamment à Emmanuel Macron et face à lui à Benoît Hamon, dans le sens où j'imagine, c'est comme ça que je le vois du moins, que un certain nombre de personnes se sont vues rassurées et d'une certaine manière un peu forcées à voter Emmanuel Macron parce que pour eux, s'il y avait des alternatives à gauche, voilà, il était peut-être le garant d'une certaine victoire, comme je disais, d'un socle d'idées ou de valeurs. Donc ou à contrario, voilà, des gens ont pu réaffirmer un vote Fillon parce qu'ils le sentaient quand même bien dans les sondages, etc., etc. Je pense qu'il y a dans les sondages, voilà, une certaine force à faire des dynamiques, mais ça ne veut pas dire pour autant que les sondages ne sont pas révélateurs de certaines vérités. Marc, d'accord avec Hugo ?
Je suis un peu partagé parce que si c'est pas les sondages qui font l'opinion, c'est les médias en tant que tels qui les font. Ils s'appuient souvent sur les sondages, donc c'est un peu particulier. Ce qui est sûr, c'est que bon, les sondages sont de. J'aime pas du tout les sondages, mais c'est vrai que leur technique pour les faire est de mieux en mieux rodée. Là, ça se voit que ça se joue à quelques points, donc c'est quand même pas C'est pas peut-être énorme. d'ailleurs plus, oui, tu as raison, leur surexploitation dans les médias qui pose question, Oui. plus que l'existence de sondages, Bien c'est-à-dire le sûr. fait de questionner les gens sur leur... Oui, il y a un leur sondage choix. maintenant pour tout, donc ça devient un peu chiant. Bon, le fait qu'ils se trompent pas, mais à la limite, on s'en fout un petit peu de savoir. Je trouve que les sondages, bon, ça fait mesurer l'opinion, d'accord, mais ça sert que les candidats parce que nous, on s'en fout. C'est-à-dire, si vous êtes convaincu ou non, ce qui me dérange dans les sondages, c'est on nous donne des fois des raisons de voter pour quelqu'un ou pour un autre. Si vous votez pour, et à l'inverse, si on prend le cas Macron, le Pen, on nous dit 40 à 60%. Mais vous pouvez très bien dire, il y a très bien des gens qui vont dire putain, le FN n'est pas loin, on va voter pour Macron. Puis à l'inverse, on va dire bah, ouais, il est trop Macron, faut voter pour le. Donc je pense que quoi qu'il arrive, de toute manière, les médias influencent notamment l'opinion. Mais les sondages orientent l'opinion. À mon avis, c'est ça qui est un peu plus dérangeant. Puis selon la façon de vous poser les questions, c'est ce que me dit toujours un prof d'éco, un collègue, déjà vous induisez une forme de réponse, ce que je pense n'est pas faux. Mais la surexploitation me dérange. Bon, je pense que sur les sondages électoraux, c'est à peu près neutre et les questions sont formulées plus ou moins de la même manière à chaque fois. Il y a eu un Non. reportage récemment qui a plus ou moins démontré le contraire, mais oui. C'est-à-dire Envoyé spécial, me semble-t-il, qui s'est intéressé au sujet et qui a montré que les questions étaient posées d'une certaine manière et qu'il y avait peut-être un peu une influence derrière. Bon, ce reportage aurait sans doute été un petit peu, je dirais, contredit par le résultat qui s'inscrit dans la lignée des sondages. Mais voilà, il y a eu des reportages qui ont montré que les sondages étaient parfois mal faits. Mais bon, Ah oui, ah non, alors je dis pas que les sondages sont souvent bien faits, toujours bien faits, pardon, mais j'ai Bon. l'impression qu'il y a quand même une amélioration. Alors, Non, le point sur lequel je voulais intervenir, pardon, c'était plutôt la surutilisation Ah et la manière dont, en fait, il y a des sondages tous les jours. Aujourd'hui, on est arrivé à un point où c'est tous les jours. Si vous regardez 5 ou 10 ans en arrière, on n'avait pas des sondages. On avait des sondages tous les 3, 4, 5 jours, mais aujourd'hui c'est vraiment tous les jours. Et si bien que pour moi on n'arrive pas à dégager des tendances sur... si vous faites des sondages tous les jours, c'est impossible de il dégager. suffit de regarder des graphiques et vous aurez une tendance qui se dégage. Oui. Et les sondages ont... Mais je trouve que c'est beaucoup plus clair et aussi de voir les gens un peu plus à froid. Et comme on peut le voir, les sondages ont beaucoup évolué durant les derniers scrutins, qu'ils soient dans le cadre des primaires ou de la présidentielle en elle-même, dans le cadre des différents sondages organisés aussi dans d'autres pays récemment. Et on montre que voilà, le vote n'est pas toujours fidèle au sondage. Là, il l'a été. Bon, on va peut-être refermer cette parenthèse sondage, bien entendu. Merci. Hugo, tu as cité tout à l'heure l'idée de division du peuple français, d'exacerbation de tensions qui transparaissent un petit peu dans les propos de Jean-Luc Mélenchon qui aujourd'hui refuse de se présenter, dans toute cette idée qu'il y avait déjà il y a un an sur Nuit debout, qui se retrouve aujourd'hui dans des manifestations de lycéens qui manifestent assez violemment parce qu'ils refusent un petit peu l'affiche de ce second tour entre le candidat de la finance, si je puis dire, et la candidate anti-immigration, anti beaucoup de choses d'ailleurs, anti-Europe, etc. Est-ce qu'on se dirige vers Il est un peu partial quand même quand il parle de Le Pen. Ah non, le de Macron aussi, quand je dis que c'est le candidat de la finance. Non, j'essayais de... Oui, bien sûr. Non, mais voilà. Est-ce qu'on est presque dans une guerre civile comme certains candidats ont eu tendance un petit peu à l'esquisser durant cette campagne présidentielle? Je pense à François Fillon. Oui, François Fillon évidemment parlait de guerre civile, de risque de guerre civile. Je pense qu'il ne l'entendait pas forcément de cette manière-là. Je pense qu'il faisait plus référence à une espèce de choc de civilisation qui était sur le point d'arriver, de se produire. Là où moi je vois une espèce de je sais pas comment on peut appeler ça, une espèce d'effervescence qui pourrait devenir assez chaotique, c'est plus dans, comment dire, à la fois... En fait, ça va venir, il y a plusieurs foyers de tension. Tu parlais notamment comment dire, des mouvements d'ultra-gauche finalement marqués par Nuit debout, on peut parler également de Notre-Dame-des-Landes, on peut parler des ZAD, voilà, les zones à défendre, je sais pas si j'ai cité Nuit debout, voilà, tous ces mouvements-là, il y a aujourd'hui des blocus de lycéens, etc. Il y a d'un autre côté les mouvements nationalistes aussi.
notamment les mouvements anti-migrants et tout. Et puis, il y aurait peut-être un troisième sphère qui serait peut-être justement en opposition à ces mouvements ultranationalistes, peut-être les musulmans de France ou peut-être instrumentalisés ou non par toute la sphère des indigènes de la République, qui serait aussi un pôle de résistance et de violence. Donc moi je vois des gens qui pourraient se mettre en branle, certains le sont déjà, d'autres pourraient accélérer le mouvement, et dans un mouvement qui serait en fait finalement le contraire de ce que veut Emmanuel Macron. Emmanuel Macron étant un candidat centriste, donc on pourrait se dire consensuel, mais finalement un candidat qui n'est ni de droite ni de gauche ne peut contenter ni l'un ni l'autre. Donc potentiellement il peut mécontenter il va mécontenter de fait l'ultra gauche qui était déjà en train d'exprimer son mécontentement sous François Hollande avec, tu l'exprimais très bien, un changement de cap pour François Hollande. Il va, Macron, également sûrement mécontenter l'ultra-droite, avec surtout les mouvements nationalistes, et puis avec, l'effervescence et la montée en puissance de cette contestation nationaliste, je le crains, une montée en puissance aussi des mouvements, à la fois des musulmans de France et peut-être aussi des banlieues qui pourraient être mécontentés, et les banlieues se situant un peu à cheval dans tout ça. Marc. Déjà, je trouve tout simplement que la seule force potentielle de révolte, ça serait peut-être ceux qui viennent, on l'a vu avec les mouvements, de peut-être du courant Mélenchon. La France Insoumise, on a vu qu'il y avait eu des révoltes, etc. D'ailleurs, ça fait réagir sur la question de savoir qu'ils n'acceptaient pas en fait le verdict des urnes. Du coup, ça posait des questions de légitimité, ce qui est peut-être vrai. Tu dis que la violence viendrait d'eux ? Non, je dis, moi, la seule chose que j'observe pour le moment, c'est au niveau électoral, c'est celle-ci, cette haine de ne pas avoir gagné et cette déception qu'on a pu voir chez Mélenchon. Parce que la haine, alors Hugo va dire que je suis parti, mais pas du tout pour le coup. Non, mais une certaine forme de haine se ressent aussi chez les électeurs de Marine Le Pen. J'y arrive. Ouais, pardon. J'y arrive. J'anticipe. J'y arrive sur Marine Le Pen, qui là effectivement, si elle ne vient pas ou elle n'arrive pas à gagner le second tour, peut-être qu'il y aura une forme de révolte. Mais je pense tout simplement que le pion Macron arrive à éteindre un petit peu cette révolte. C'est tout simplement, je veux dire, quand aujourd'hui vous parlez des gens qui vantent le Front National, il y a quand même une forme en tout cas ceux qui sont interviewés, il y a quand même une forme pas de haine, mais en tout cas de xénophobie qui est prononcée, etc. Mais moi, ce qui est relativement marrant, c'est qu'ils se trompent de cible en réalité quand ces gens-là votent Marine Le Pen, parce que quoi qu'elle dise, quand souvent on fait des caricatures sur les Noirs et les Arabes vont partir, non, ils sont français de toute façon. Donc faut arrêter, on va pas les défaire de leur nationalité sous prétexte qu'ils aient ceci ou qu'ils aient cela. Donc je pense qu'on en fait un peu trop. Par contre, là où je suis un peu d'accord, mais avec Hugo, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui entre guillemets, il y a une forme de mécontentement qui est transcourant. Et ce mécontentement-là, entre guillemets, peut occasionner potentiellement une forme de révolte. Alors, guerre civile, le problème, c'est que il y aurait deux camps. Alors, moi, les deux camps, je les vois pas. Mais en tout cas, je vois qu'il y a une révolte et qui était un peu transcourant. Je pense effectivement que, contrairement à ce qu'on dit, ceux qui ont voté Mélenchon ne vont pas forcément se rabattre sur Macron, mais peut-être bien du côté de Marine Le Pen, parce que il y a quand même, hormis la question européenne, et quoique il voudrait la réformer, et hormis la question migratoire, je trouve qu'il y a quand même des sacrés points communs entre les deux. Alors, je sais que ça en ferait rougir plus, et ça en agacerait certains, mais je trouve qu'il y a quand même... Parce que pour un mélenchoniste de rougir, c'est normal. Mais bien sûr, oui, j'ai voulu, mais du coup, comme c'était connecté et connoté, j'ai pas voulu. Voilà, j'observe ça. Ce que tu dis, si je puis me permettre d'entrer dans le débat, pendant je vois qu'Hugo prend des notes, donc il pourra te répondre, sur l'idée selon laquelle l'électorat de Jean-Luc Mélenchon se reportera en partie sur Marine Le Pen. Évidemment qu'une partie de son électorat, et ça a certainement déjà été le cas au premier tour, pour autant de là à ce que cette partie de l'électorat qui se reporterait sur Marine Le Pen soit plus importante que l'électorat, je dirais modéré, entre guillemets, puisse se reporter sur Macron, même vis-à-vis de l'abstention. Je veux dire, aujourd'hui, ça me paraît loufoque. Je ne vois pas comment Marine Le Pen,
c'est un avis d'analyse, c'est pas un avis. Je dirais c'est pas une envie, c'est une pure analyse Oui, de non, se dire je ne vois pas comment cela est possible. ça, non, mais ça a pondéré. Voilà, tout non à parce que fait. et nous avons eu le débat ensemble et je voudrais passer la parole à Hugo en disant cela. Pour moi, mais c'est une position, je dirais mathématique quelque part, l'abstention ne peut pas faire le jeu du Front National à partir du moment où l'abstention n'exprime pas un vote en faveur d'un candidat. Vous voyez que tout à l'heure j'ai donné des chiffres en fonction des inscrits et pas en fonction des suffrages exprimés. Pour le coup, là je parle des suffrages exprimés en disant que oui, on a coutume de dire que l'abstention fait le jeu du Front National parce que le Front National a un électorat qui va voter, donc forcément moins on va voter pour les autres, plus le Front National engrange des voix en pourcentage, mais pas en nombre forcément, puisque vous n'allez pas, si vous ne votez pas pour lui, ça ne peut pas rajouter des voix. Pour autant, on est arrivé à ce plafond. Je veux dire, l'électorat de Marine Le Pen s'est mobilisé au premier tour. On sait ce qu'il vaut. Aujourd'hui, il vaut 7 millions d'électeurs. Ça, c'est l'électorat pur et dur de Marine Le Pen. Après, on parle des reports. Et là, les gens qui vont éventuellement voter pour Marine Le Pen au second tour et qui n'étaient pas convaincus au premier tour, c'est-à-dire des votes de report, eh bien, ceux-là, ce ne sont pas les fameux Le Penistes qui suivent Marine Le Pen coûte que coûte. Donc, ils ne sont pas ces électeurs qui vont voter coûte que coûte. Et donc, il n'y a aucune raison qu'ils soient plus nombreux à se reporter, enfin qu'ils soient plus nombreux à aller voter par rapport à ceux qui seraient résignés, qui ne voudraient pas y aller. Voilà ce que je veux dire, c'est que on a de coutume de dire que le vote Front National, que l'abstention fait le jeu du FN parce que on est dans une situation où on sait que les électeurs de Marine Le Pen vont voter. Là, on ne parle pas des électeurs de Marine Le Pen, on parle de ceux qui vont se reporter pour eux et qui de fait auront voté pour elle, mais par dépit au second tour. Voilà simplement l'analyse et pourquoi je remets en cause un vote abstentionniste qui serait en faveur. Et là, je rejoindrais peut-être Marc sur certaines théories qui diraient que peut-être qu'aujourd'hui, en disant cela, en rappelant ça tous les jours, dans tous les médias, par tout le monde, eh bien, l'objectif est bel et bien d'éliminer Marine Le Pen avec le plus gros score possible au second tour quand on dit ce genre de choses. Et c'est l'objectif de ceux qui le disent, évidemment, puisqu'ils ne supporteraient pas de voir Marine Le Pen élue, mais ça, c'est eux que ça regarde. Hugo. Et comme je le disais en début d'émission, il n'y a plus de consensus autour du Front républicain, du voter tous pour le candidat entre guillemets républicain, c'est-à-dire celui qui n'est pas celui du FN. Ça n'existe plus aujourd'hui. On le voit, il y a combien? Il y a 9 consensus, mais il doit être quand même important, j'imagine. Sur les 9 autres candidats, il n'y en a pas beaucoup qui ont pris la parole aujourd'hui pour dire il faut voter Emmanuel Macron. Alors on utilise des formules un peu dérobées parfois. Oui. Comme je disais, ça arrache un peu la gueule à Jean-Luc Mélenchon de dire qu'il faut voter pour Macron. Ça peut se comprendre sur un certain nombre de points, mais sur un certain nombre d'autres points, ça ne s'explique pas. Donc, il y a évidemment pour les candidats comme Jean-Luc Mélenchon une espèce de grand écart idéologique à faire, mais c'est peut-être aussi nécessaire si on ne veut pas faire le lit du FN, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a, on l'avait déjà évoqué, un fort vote contestataire à la fois chez Marine Le Pen et ça peut être aussi le cas chez Jean-Luc Mélenchon. On veut proposer quelque chose de nouveau, à la fois sur l'Europe, aussi sur la République avec Jean-Luc Mélenchon qui propose une 6e République. Voilà, il y a une certaine volonté de renouvellement et c'est peut-être aussi pour ça que les gens vont davantage se mobiliser pour comment dire Marine Le Pen alors que Emmanuel Macron est donné gagnant justement par les sondages. Rappelons que oui. Un autre point, Marc disait voilà, sur une guerre civile, j'y reviens, il faut deux camps bien distincts opposés. Voilà, deux camps qui justement s'opposent. Je suis incapable de dire quels seraient ces camps. Et c'est vrai que le nom de guerre civile, je l'utilise parce que ça résonne avec ce qu'annonçait presque prophétiquement François Fillon en début de campagne. Mais voilà, je vois toutes ces poches de contestation et je n'arrive pas à ne pas voir quelque chose qui monte, une espèce de colère réelle qui monte quand je vois notamment chez les mélenchonistes, voilà, j'englobe toute l'ultra-gauche avec les insoumis, je vois une espèce de refus finalement du résultat. Je vois aussi une contestation qui est réelle et qui peut s'étendre au-delà des élections. Alors ok, il va y avoir des législatives, mais on ne connaît pas les résultats par avance. Et il va surtout avoir 5 ans
d'un candidat qui ne sera pas celui de la France Insoumise. C'est-à-dire, soit ce sera, ils ne veulent ni patron ni patrie, je crois que c'est ça le slogan qui a été retenu. Oui, c'est ça, le front patronal contre le front national, Ouais, et ouais. ils ne veulent pas choisir. Voilà, on ne veut pas choisir entre les deux. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, ils ne seront pas contents Oui. sur les 5 prochaines années. Donc, ils vont faire entendre leur voix. Leur voix qui ne sera pas électorale, mais bah, quoi qu'il y aura des échéances, mais bon. Et à côté de ça, je pense qu'il y aura, en fonction évidemment du candidat retenu, des autres fronts de contestation, comme je l'ai dit, l'ultra-droite peut-être, les colonisés qui pourraient, surtout en cas de victoire ou de fortes, de résultats impressionnants du Front National, s'indigner de plus en plus. On parle des tensions, elles ont été présentes dans cette campagne. Alors on pourrait revenir sur le cas Fillon, que l'on croit en son innocence ou pas, bien qu'il ait la présomption d'innocence, ça ne fait aucun doute, mais bien qu'il y ait des faisceaux de présomption sur ce qu'il aurait commis, bon, il a quand même été bien chahuté pendant cette campagne, et c'est faible de le dire. Il y a eu d'autres modes un petit peu de brutalité, et je pense à l'article que tu avais partagé avec nous sur Johan Sfar, qui a été intimidé par les équipes de Jean-Luc Mélenchon, parce que voilà, c'est un auteur de bande dessinée, de caricature peut-être, enfin oui, c'est un auteur de caricature et de bande dessinée, De donc, bande dessinée, et oui. qui, voilà, comme il avait fait des caricatures de Jean-Luc Mélenchon, eh bien, c'est pas forcément passé, et on a essayé de l'intimider, comme on aurait essayé d'intimider aussi Nicolas Dupont-Aignan en lui disant, allez, appelle à voter Fillon parce qu'il a besoin de ton soutien. Voilà, on est dans cette brutalité aujourd'hui également, parce que cette élection, elle était incertaine, il y avait 4 candidats, 5 à une époque, qui pouvaient l'emporter éventuellement, et le fait que les cartes aient été rebattues, ça a un peu animé, et parfois violemment, cette campagne. Ben, ce qui est assez intéressant, pardon. Et je n'ai pas parlé, excuse-moi de te couper, des journalistes qui se font eux aussi intimider et violenter parfois lors de meetings. C'est arrivé à peu près dans tous les mouvements politiques pendant cette campagne. Oui, c'est vrai. Oui, pour revenir sur Johan Sfar, c'était assez intéressant en fait d'expliquer tout ça. C'est-à-dire que Johan Sfar était plutôt sympathisant de Jean-Luc Mélenchon, puis s'en est éloigné. Et puis il a expliqué d'abord dans un post Facebook que finalement ça lui plaisait pas, que les pratiques des sympathisants étaient assez douteuses, assez trop vindicatives finalement. Il a fait un post caricatural, voilà, avec un dessin sur Instagram, et là il a été complètement presque harcelé par c'est une horde de supporters, de fanatiques pro-Mélenchon qui lui est tombé dessus à proprement parler. Ils lui ont plus ou moins cassé la gueule virtuellement, c'est un peu ça la situation. Ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, a fait largement campagne, il a fait beaucoup de voix, notamment chez les jeunes, à travers Internet. Et il a su captiver, une certaine population qui est très connectée, très présente sur les réseaux sociaux notamment, et qui il a siphonné Benoît Hamon comme ça, en fait. il a siphonné notamment les jeunes, et donc Benoît Hamon comme ça, en captivant à travers YouTube et aussi Facebook un certain électorat, avec aussi des youtubeurs, on peut parler Osons causer notamment, qui ont défendu son cas bec et ongle. Et on a du coup des supporters qui sont ultra militants. Et la parole n'a finalement plus... le débat en tant que tel n'a plus lieu d'être, puisqu'on est là dans l'intimidation, dans l'effet de masse aussi, et donc les gens se sentent renforcés, surtout qu'on est sur Internet. Et ce qui est assez drôle et étonnant, c'est-à-dire que Mélenchon, et à travers lui certains influenceurs de gauche, se sont affirmés parce qu'ils trouvaient que l'internet politique était trop à l'extrême droite, c'est-à-dire qu'il y avait finalement Alain Soral et personne d'autre. Ce qu'on ne voit pas dans les médias et qu'on voit finalement sur Internet prenait de la place là où les gens vont finalement, c'est-à-dire sur Internet. Mais finalement, on se rend compte que cette ultra-gauche politique de l'Internet utilise plus ou moins les mêmes méthodes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intimidation, le mouvement de masse, la diffusion de vidéos qui sont plus ou moins douteuses, et si bien qu'on a une espèce de confusion des genres totalement démente aujourd'hui, à savoir qu'on a des gens qui sont pro-Mélenchon et qui reprennent des vidéos de égalité et réconciliation. Et là, on se dit, mais
en fait, les genres sont complètement, et les dés sont complètement confondus et on ne comprend plus rien. C'est la même idée que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que évidemment ceux qui sont, je dirais, les plus xénophobes que l'on ait en France, les antisémites, etc., vont plus se reconnaître dans le discours de Marine Le Pen. Pour autant, ça n'en fait pas forcément la candidate xénophobe et antisémite, par exemple. Là où, de la même manière, pour Jean-Luc Mélenchon, eh bien, il y a des gens à gauche mal intentionnés qui ne font pas de Jean-Luc Mélenchon forcément un personnage mal intentionné. C'est là aussi, il faut bien à un moment choisir un candidat ou alors se réfugier dans l'abstention. À ce choix, certains ont trouvé leur candidat, mais parfois à défaut, comme ceux qui ont voté Macron alors qu'ils ne sont pas totalement d'accord ou qui s'opposaient à la loi travail, par exemple, il y a encore un an. Oui, mais ce que je trouve assez étonnant, c'est que pour moi, ce n'est pas par l'intimidation finalement qu'on arrive à séduire les gens. Enfin, je sais pas ce que Marc en pense et ce que tu en penses, mais c'est pas parce que on reste, je pense, on a l'esprit démocratique et c'est pas quand on te met le couteau sous la gorge que ça te donne finalement envie de voter pour quelqu'un. Bon, Marc, j'imagine que tu es d'accord avec ça. Jusqu'à là, ça va, je suis. Sur je voudrais entendre Marc sur le renouveau un petit peu c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Renouveau, Emmanuel Macron, il y a un an, ministre, et puis qui s'émancipe de son mouvement, du gouvernement, de son parti, il n'y était pas, mais du gouvernement pour créer son mouvement. Et puis de Marine Le Pen, alors renouveau, ça fait des années qu'elle monte, mais ça y est, elle est là, extrême droite. J'imagine que tu ne vois pas d'un bon œil cette montée de ces deux personnages. L'un parce que tu l'as dit, il serait le produit des médias. L'autre parce que elle représente des choses pas toujours très convenables. Oui, c'est vrai. Des fois, j'exprime des. Pas très convenable. Voilà, déjà, là, après, on a orienté ok. l'opinion. On parle d'orientation de On est en démocratie, je dis ce que je veux. Tu vas être suspendu comme Audrey Pulvar, toi. Alors déjà, tu vas pouvoir me dire si tu es Pulvar. Pulvar, c'est autre chose. Donc j'imagine que tu confirmeras ce que je viens de dire, mais voilà, toi. Si j'ai envie. Si tu as envie. Si j'ai envie. Eh ben, tu feras ce que tu voudras. Mais ma question derrière ça, ce serait éventuellement si la réponse est donc que tu confirmes. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait voir émerger aujourd'hui dans notre classe politique à défaut, aujourd'hui on a un panel de 11 candidats qui représentent quand même beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut Jean Lassalle. Non, plus sérieusement, oui, je souscris à ce qui était dit, c'est-à-dire qu'on s'arrête souvent à la façade d'un candidat, ça fait un peu, on se croirait un peu dans le structuralisme, si vous voulez, c'est prendre l'œuvre, mais l'auteur, on s'en fout. C'est comme si vous lisez Sartre, par exemple, et que vous vous intéressez à son œuvre, vous dites, moi, c'est plutôt bien, puis derrière, vous savez ce qu'il fait, qui ne s'est jamais comporté comme ce qu'il a écrit, par exemple. Donc, effectivement, moi, Macron, je peux pas m'empêcher de voir devant cette façade médiatique qui nous le présente comme un homme nouveau, puis dans l'arrière-cour, finalement, la boutique reste la même, avec tous des anciens mecs du Parti Socialiste, de l'ancien UMP, etc. Est-ce qu'on n'a pas retenu, excuse-moi de te couper, est-ce qu'on n'a pas retenu de Macron le fait que c'était un homme nouveau, là où il est quand même présenté sans cesse comme étant un ancien banquier de chez Rothschild, comme ayant été à l'Élysée, comme secrétaire général, comme venant de la fonction publique, et comme étant ancien ministre, et comme ayant participé malgré tout pendant une certaine période de sa vie au Parti Socialiste. Et est-ce qu'on ne retient pas, quand on veut être son détracteur, ou qu'on n'adhère pas à l'image, ou tout simplement qu'on veut essayer de faire une analyse, est-ce qu'on ne retient pas que cet esprit de nouveauté, là où sans cesse on y accole ce que je viens de dire? Oui, moi je suis d'accord. C'est moi l'esprit de nouveauté. Moi, quand je voudrais pas qu'on croie que je suis. Non, mais loin de moi l'idée. Non, je dis simplement que effectivement, c'est un personnage qu'on présente comme nouveau, mais quand on fait un peu de recherche, il suffit pas. Voilà, ça met pas 10 ans. Vous vous rendez compte que derrière, il y a tout un panel qui est un panel très ancien de vieux politiciens qui ont été dans certains gouvernements, Hollande lui-même, son mentor. Hollande lui-même. Donc, mais il y a un autre problème aussi qui est selon moi un peu plus problématique, mais là c'est plus politique, c'est que on n'a jamais réussi, je crois, dans la Ve République à arriver à coller social et libéral. C'est-à-dire que, en règle générale, quand vous avantagez, entre guillemets, le privé, si je vais un peu loin, vous avez plutôt tendance à délaisser le social. Et si vous faites l'inverse, eh bien, vous délaissez les entreprises au risque qu'elles partent éventuellement de France pour faire bénéficier le social, la sphère sociale. Et je ne peux pas m'empêcher de voir que derrière Macron, j'ai l'impression qu'on va plutôt pencher, d'ailleurs, c'est la grande faiblesse du centre, parce qu'on penche toujours d'un côté plutôt que d'un autre. Et Macron, pour ça, n'est pas nouveau. C'est-à-dire que s'il y arrive, tant mieux. S'il n'y arrive pas, ça ne sera pas étonnant.
Mais tu penses qu'il va pencher vers un sens en particulier? Moi, Tu as une idée là-dessus? je me pose des questions aussi quand on parlait justement de l'arrière-boutique. Je me pose des questions aussi sur le financement de ce mouvement. Alors, je sais que c'était une grande critique qu'on lui a adressée, qu'il a dit qu'il ne serait tenu par personne. Mais quand vous êtes entre guillemets non pas un parti, un mouvement, et que vous êtes financé de part et d'autre avec des sommes qui sont, à mon avis, beaucoup plus importantes que les partis classiques quand vous voyez ce qui a été mis en place, je me pose des questions sur la légitimité et les retombées de ceux qui ont financé ça. Et j'ai l'impression que ceux qui financent ça, des millions et des millions d'euros, sont pas des gens qui vont appuyer peut-être pour le social. Bon, je peux pas me positionner, là je parle un peu dans le vent. Et puis, bon, pour cela, le personnage de Le Pen, tu me posais la question, convenable, pas convenable. Moi je trouve que Le Pen, je n'aime pas ces sondages qui nous font savoir à chaque fois que la plupart des gens qui votent pour Le Pen sont des gens qui sont sous-cultivés, qui n'ont pas fait d'études, qui ont ceci ou que cela. La classe populaire, on dit souvent, oui. Moi j'ai vu un sondage qui disait rural. ne sont pas cultivés. Mmh. Et je suis tombé sur Le Parisien ou Le Monde, je sais plus, donc c'était un des deux. Donc bon, c'est plutôt sérieux, enfin, je crois, dans l'idée. Le Parisien un peu moins que Voilà, bon, peut-être, Le alors, en tout Monde. cas, voilà. Bon, bref. Ouais. Et moi, je trouve qu'il y a quand même des fois une forme de raison. Alors, c'est peut-être une forme de colère qui après se met sous forme de raison. Mais quand on dit que ces gens ne sont pas cultivés, moi, je remarque que ceux qui y opposent, qui s'opposent à Le Pen en disant c'est la haine, etc., n'ont aucun argument. Généralement, personne n'a fait d'études pour savoir si la dévaluation du franc par rapport à l'euro sera un problématique. Personne n'a fait vraiment de constat sur ce qu'elle est Les à devenir économistes. la sortie de... Oui, mais personne... Non, oui, bien sûr. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais personne, quand moi je vois des gens qui disent ça, personne n'a d'argument pour appuyer ce rejet automatique, instinctif quasiment, de Le Pen. Donc c'est ça aussi qui me dérange. C'est, encore une fois, la vision un peu médiatique qu'on a. Puisqu'on est dans un débat, je vais me permettre quand même de te répondre sur ce point et pour le coup d'être politiquement incorrect, j'ai envie de dire. Mais autant, alors toujours la même phrase, hein, autant tout l'électorat de Marine Le Pen n'est pas un électorat sous-cultivé ou je ne sais quoi, autant on retrouve, peut-être dans le sien comme dans d'autres, mais en tout cas c'est ceux qu'on fait parler dans les médias, des gens dont le discours est totalement vide. Pour écouter la radio tous les jours, et en l'occurrence France Info, qui est donc une chaîne qui, voilà, je veux dire, c'est pas pour dire que j'écoute Virgin Radio et de montrer des trucs, pour écouter France Info tous les jours qui interroge des électeurs de Marine Le Pen, quand on en entend parler une certaine partie, eh bien, on est inquiet de se dire qu'ils ont une lecture aujourd'hui des hommes politiques qui se trouvent face à eux, de leur programme et de la pensée de manière générale, qui est un petit peu problématique et ça pose question. Mais peut-être qu'on les trouve chez Marine Le Pen comme on les trouverait chez n'importe quel autre candidat. Sauf que c'est eux qu'on fait parler dans les médias C'est les partisans. pour écouter Marine. Voilà. C'est généralement les partisans, ceux qui acceptent de parler. Ce que je veux dire, c'est que voilà, de ce que moi j'entends à la radio, je ne suis pas surpris de ce sondage du Monde ou du Parisien que tu cites. Maintenant, évidemment, peut-être qu'ils seraient à remettre en question. Je dis pas le contraire, mais en tout cas, Je pense juste qu'on peut le faire voilà. pour tous les partis. À mon sens, on peut le faire pour tous les partis. Il me semble. En tout cas, elle sait certainement parler à ces gens-là. C'est ça que je veux dire derrière ça. Et en tout cas, elle en a fait son fonds de commerce ces dernières années. Et voilà, c'est comme je ça pense que que ça ça sort. serait d'ailleurs de la même chose du côté Mélenchon. Sur les Sur notre solutions, sphère, du coup, est-ce qu'il serait bien d'attendre d'autres formes de... Quand on dit Emmanuel Macron n'est pas nouveau, Marine Le Pen, de toute façon, elle fait la continuité de son père, mais elle a dédiabolisé. Quand on nous objecte ça, qu'avec les anciens partis, ça fonctionnait pas, est-ce qu'il y a quelque chose, je sais pas, Oui. qu'est-ce qu'on sera en droit d'attendre? Alors moi, j'ai une solution toute prête. Prenez 3 œufs, vous les mélangez, vous mettez ça. J'ai une recette toute prête. On voit bien que on recherche de plus en plus de démocratie et entre guillemets de moins en moins de personnes qui nous vendent des réformes sans pouvoir les appliquer. J'ai l'impression. Alors il faudrait effectivement avoir un système comme la 4ème République, donc beaucoup plus démocratique, avec beaucoup plus de force législative, avec beaucoup plus de représentation. Ça serait à mon avis ce qui permettrait d'apaiser les tensions. Le problème, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le fait que ça ne soit ça ne soit pas gouvernable et que ça soit très instable, parce que vous pouvez avoir une coalition de 2, 3, 4 partis pour faire passer une loi, puis après ça change. C'est ce qui se passait au moment de décolonisation en 58, et c'est pour ça que De Gaulle, en 58, a créé avec Debré cette constitution et cette république pour des raisons de gouvernementabilité. Donc, ceci étant dit, je pense que le seul moyen aujourd'hui de pouvoir arriver à faire quelque chose de peut-être cohérent, c'est de déjacobiniser tout simplement la France, de faire en sorte que tout ne soit pas à Paris, de faire en sorte qu'il y ait une forme de décentralisation claire et nette de la décision dans les régions, dans les parlements, je ne sais pas comment on peut, dans les parlements régionaux, etc. C'est à mon avis la seule façon de se réapproprier la politique de manière locale, d'avoir du coup une approche beaucoup plus en fait communale si on va par là, et je pense que ça nous permettrait d'avoir une meilleure appréhension de la politique et une meilleure décision locale de la politique. Je pense que c'est tout à fait possible à faire, même si ça n'a jamais été tenté. Hugo.
Marc, nouveau Defer en 2022. Ah non, mais de faire, ça ne suffit pas. De faire, Marc regrette donc la non-élection de Jean-Luc Mélenchon qui aurait permis Non. de faire une assemblée constituante là où il aurait pu Non. faire prévaloir ses idées et pouvoir ainsi modifier la Constitution. Mais non, parce qu'il suffit pas de faire une assemblée constituante et de changer la Constitution. Il faut savoir ce qu'on y met dedans. Bien sûr. Mélenchon n'a jamais proposé ça. Hugo. Non, ça peut être une option de développer évidemment des pouvoirs locaux. Ceci dit, excuse-moi de te couper une nouvelle fois, c'est vrai que ça fait propose, plusieurs fois. Toi, tu proposes pas. C'est la décision locale qui l'emporte. Non, excusez-moi. Marc, je voulais simplement te demander avant de laisser répondre Hugo. Désolé Hugo, mais vraiment est-ce que cette élection n'a pas eu lieu, mais l'élection législative à venir, est-ce qu'on va pas avoir ce côté un petit peu justement, enfin, c'est aujourd'hui possible dans la Ve République, voilà mon propos, d'avoir cette espèce de coalition, d'attendre une coalition, puisque on le sait, il n'est pas impossible avec 100 proportionnels pour le coup que l'Assemblée demain n'ait pas une majorité absolue comme ça existe depuis le début de la 5e, et donc voilà, on aurait par exemple plusieurs mouvements autour de 30-40%, et donc 30 ou 40%, on peut pas parler en voix, mais en 30 ou 40% de sièges. Et donc, auquel cas, bien, il faudrait forcément avoir des alliances entre les partis. C'est possible aujourd'hui dans la 5e. Oui, mais ce que je disais, c'est que c'est instable. Oui. C'est ça le problème, c'est que moi je suis d'accord, c'est très bien comme système, mais c'est pas gouvernable. Mais C'est pour ça que je disais que si à mon avis, en fait, c'est faire du fédéralisme sans en faire, en fait. C'est arriver à essayer de décentraliser la décision politique dans les parlements, etc. D'avoir des forces qui sont plus proches de la population au lieu d'avoir des représentants, des députés qui sont très loin, en fait, je pense, de leur fief, ce qui pose des questions et qui, d'ailleurs, doivent parler au nom de la nation. Et je pense que il faut localiser la politique pour la rendre un peu plus... réaliste, réaliste, et du coup ne pas susciter la défiance des populations. Mais Hugo. quand Marc parle de fédéralisme, Voilà. faudrait déjà définir ce que sont les fédérations, donc les régions. Est-ce qu'on reste sur Oui, mais nos enfin, là, régions, on va pas on ouvrir comprend le ce que débat, je veux bien dire. sûr. Non, mais c'est un vrai débat, parce Oui. que Marc nous parle de proximité avec les lecteurs, avec un territoire, et on nous parle, à contrario, de régions qui seraient trop grandes pour jouer ce rôle de proximité. Donc, c'est une vraie réflexion. Non, moi, la voie dans laquelle j'irai davantage, c'est une voie plus... Bon, qui rejoint finalement celle de Marc, mais c'est déjà, je pense qu'il est important d'étendre la durée du mandat, qu'il soit présidentiel ou celui du Premier ministre, à savoir repasser à 7 ans. Je pense que ça peut être une solution très intéressante parce que l'on pourrait avoir plus de temps pour mener des réformes. Il y a de plus en plus de gens qui sont sur cette lignée de se dire que finalement le quinquennat c'est trop court et ça a massacré les trois derniers mandats. On peut d'ailleurs penser à un septennat unique, comme le propose, je crois, c'était Même un Benoît quinquennat Hamon. unique, ça éviterait que le candidat C'est trop court. C'est le Oui, problème, c'est que ça mais reste trop voilà, court. pour mais moi, si le candidat ne joue pas sa réélection au bout de 2-3 Oui, mais ans, là c'était un mauvais exemple. tu avec joues Hollande, mais- derrière l'élection d'un parti quand même, donc il y a certains enjeux électoraux qui sont toujours présents. Voilà, pour la première chose. Et deuxième chose, j'insisterai sur une solution qui ne serait plus du coup un régime présidentiel, mais davantage un régime législatif, avec pourquoi pas une prime à la majorité, comme c'est le cas notamment sur les élections régionales, si je dis pas de bêtises, où là, le premier Est sûr d'avoir 50% des sièges. bénéficie, voilà, alors Ou ça d'un autre pourcentage. Voilà, ça pourrait être par exemple bénéficier d'avoir au moins 40% et de trouver des alliances à moindre mesure, mais ne pas avoir un premier parti qui soit à 23%, qui est à négocier à chaque fois, qu'on ait un premier ministre tous les 3-4 mois, comme c'était le cas pendant la 4ème République, où on a une valse des premiers ministres, où finalement le premier ministre jouait un rôle premier. Et à chaque fois qu'on avait à rediscuter, comme disait Marc, des lois, on devait en changer. Donc voilà, trouver une solution plus harmonieuse, plus intelligente, où l'on puisse gouverner avec, je ne l'exclus pas, une dose, comment on appelle ça, de décentralisation supplémentaire. François Hollande proposait d'ailleurs le 3e acte de décentralisation, oui. pardon. Voilà, on peut aussi réfléchir à davantage encore de décentralisation avec finalement aussi un changement de paradigme. C'est peut-être là tout l'intérêt de la réflexion. Bon, avec évidemment de grandes questions aussi qu'on pourrait se poser sur, tu le disais,
le président en soi, dont le rôle est toujours un peu ambigu vis-à-vis du gouvernement, et le Premier ministre, et le Oui. chef de gouvernement, le chef d'État, et toutes ces questions-là, et qui font qu'on se focalise vachement sur la présidentielle, alors qu'on élit que le chef d'État, c'est celui qui nous représente, mais je veux dire, mine de rien, dans ses fonctions, que le chef d'État, parce que c'est pas lui qui dirige le gouvernement, bien que il a forcément son mot, et c'est le personnage suprême, mais je veux dire, voilà, nos institutions sont faites de telle sorte que ce ne soit pas, normalement, ce personnage suprême et idyllique qu'on met en avant, voilà. C'est toute l'ambiguïté d'ailleurs de ce système présidentiel de la Ve République, c'est-à-dire qu'on a à la fois ce président qui est le chef de l'État, mais qui nomme un chef de gouvernement qui lui mène les politiques, et puis quand les choses tournent un peu moins bien, le président a toute la liberté de changer de Premier ministre, et donc c'est un peu, le plomb qui saute, et puis lui il est tout à fait protégé. Et en cas de cohabitation, le président est un peu effacé, puisque c'est le gouvernement qui mène l'action et qui propose les lois. Et donc, il peut dissoudre qui est du l'Assemblée parti. s'il hein, veut. Ouais, mais sauf qu'aujourd'hui, on est dans une situation où, parce que on a changé de régime, on est passé à un quinquennat, on n'a plus de cohabitation. Donc le risque est tout à fait minime. on verra ça dans un mois. Mon cher Et Hugo, après, dans un Chirac mois s'est et peut-être demi, on en sacrifié, reparlera mais- peut-être. Voilà. Il y aura peut-être une cohabitation dans un mois et demi, on ne sait pas, Hugo, avec le paysage qu'on vient de découler pendant 1 heure. Et ce n'est pas impossible. On va se retrouver avec Sarkozy, Premier ministre. Ou Barouin. C'est en- Barouin qui se présente d'ailleurs. En tout cas, ce serait Il se Bar... proposait. Oui, il se dit prêt. Il se dit prêt. C'est plus. Oui, mais là, on c'est est dans plus une politique. situation un peu différente Oui, avec oui, Emmanuel mais, Macron. Mais nous n'ouvrirons pas ce débat. Mais t'inquiète pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça Merci. Non, mais justement, Emmanuel Macron, tu le disais, En Marche, et donc du coup François Hollande. En marge. En marge, oui. Non, mais François Hollande, lui, a un peu réussi son pari quand même, parce que si on considère qu'Emmanuel Macron est un peu son digne successeur en termes de politique, puisqu'il l'a quand même propulsé, eh bien, Emmanuel Macron aura réussi ce fameux pari de prendre la suite de François Hollande, qui est dans le bas des sondages, à qui on prédisait s'il se présentait un fiasco. Eh ben, il ne s'est pas présenté, mais son petit poulain pourrait effectivement s'en sortir, bien qu'il lui ait planté un couteau dans le dos finalement il y a 1 an en quittant. Mais bon, est-ce que cela a été prévu ou pas? Et voilà, toutes les théories peuvent se mettre en branle, à savoir est-ce que c'est pas François Hollande derrière qui lui aurait demandé de se présenter. On ne le saura jamais. Messieurs, est-ce que vous avez été informés du changement de présentateur du débat de mercredi prochain? Et oui, Gilles Boulot et David Pujadas devaient présenter tous deux le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Le CSA a demandé à France Télévisions et TF1 de revoir leur copie, pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas de femmes dans le binôme, et que pour la parité, ce serait mieux d'avoir une femme. Alors du coup, les chaînes ont rétro-pédalé, et ça y est, ils ont défini. Et bien du coup, on n'allait quand même pas supprimer l'un des deux messieurs pour mettre une dame. On n'allait pas faire un trio, puisqu'il avait été dit à BFM TV que s'il n'y avait pas de représentant de BFM TV sur le plateau, c'est parce que la présentation en trinôme était embêtante. Donc évidemment, ils n'allaient pas intégrer une femme là où ils venaient de dire que c'était pas possible, sinon il aurait fallu la prendre chez BFM et ça ne leur aurait pas plu. Du coup, eh bien, changement de cap, on a pris les deux responsables des services politiques des deux chaînes, Nathalie Saint-Cric et Christophe Jacubizine, présenteront le débat. Deux illustres inconnus pour le grand public, parce que certes on les connaît, on sait qui ils sont quand on s'intéresse un petit peu au JT et à ce qui se passe dans les télés, mais mine de rien, c'est un casting totalement nouveau, quoi. Alors oui, je connais un peu Saint-Cric, mais Jacubizine, j'avoue que je ne le connais pas du tout. Et quand on connaît Saint-Cric, on sait que ses analyses politiques sont plus sur la forme que sur le fond, bien souvent. Enfin, elle en parle du fond, mais je veux dire, ses interventions sont très souvent sur la forme plus que sur le fond. Donc on peut s'interroger, Marc, également sur cette égalité, cette parité absolument souhaitée par le CSA, qui a fait remettre finalement en cause l'indépendance des deux chaînes vis-à-vis du choix qu'elles avaient fait. Je m'en fous totalement. Bien. Voilà. C'est-à-dire que ça aurait pu être 2 femmes, 2 hommes. Bon, on n'est plus. Mais on est d'accord, ça aurait pu être 2 femmes, 2 hommes, et là le Voilà. fait est que le CSA, par sa décision, est revenu sur ce qu'avaient décidé les deux chaînes, et voilà, c'était juste pour clore cette émission de le pas de dire. problème, Nico. C'est une bonne information. Dont tu te fous éperdument, nous l'avons compris. Voilà. Parce que je ne. Voilà. Juste avant de nous quitter, et merci à vous de nous avoir suivis, je vous informe de cette enquête qui Qui vient de concerne commencer. François Fillon.
Non, qui, pas ça. enquête qui vient de commencer depuis le 25 avril sur votre avis en tant qu'étudiant. Si vous êtes étudiant à l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée, donnez votre avis sur votre formation. Toutes les informations sur votre messagerie UPEM. N'hésitez donc pas à évaluer votre formation et cela aidera certainement l'université à se positionner à l'avenir sur les différentes formations existantes au sein de l'UPEM. Voilà, c'est la fin de cette émission de Descartes en main. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Marc, merci à Hugo. Nous avons essayé de décrypter ce premier tour de l'élection avec les enjeux, et bien entendu, en vue du second tour et puis de l'avenir, bien sûr. La semaine prochaine, si tout se passe bien, nous devrions ouvrir le champ à l'international en parlant plus de ce qui nous attend sur l'ordre mondial, sur les différentes forces en présence. Émission que nous sommes en train de préparer. Vous souhaitez participer à notre émission, apporter votre contribution ou tout simplement réagir. N'oubliez pas les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. À bientôt, bonsoir. Suivez-nous sur radio-rec.fr, partagez l'émission sur Facebook et Twitter, retrouvez-nous sur YouTube